Hello! Salut Gwenaëlle! Salut Nolwenn, comment ça Ça va? va. Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, très bien, malgré ce temps, mais bon, ça va. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas le meilleur temps. Ah non, vraiment pas. Bon, bah, c'est OK. On est en live. Donc, les personnes se connectent petit à petit. Et puis, dans tous les cas, comme d'habitude, la rediffusion vous sera partagée. Donc, si vous avez manqué ce live Facebook, vous pourrez le revoir quand vous voulez. Donc aujourd'hui, bah, moi, je suis avec Matricia Gwenaëlle, qui est praticienne, une des premières d'ailleurs, Ah ouais, ouais. une des Je- premières sur le réseau Médoucine. Ça fait combien de temps? Mais c'était en septembre 2016, hein, ça fait super longtemps. Ah ouais, Ça fait plus de 3 ans, tu te rends pionnière. compte? Parce que c'était début septembre, je crois. Ouais, tout début de Ouais, l'aventure. et ouais, Et il s'est passé plein de choses pour toi, dont une, tu as écrit un livre. Donc, est-ce que tu exactement. peux nous en dire un peu plus? Eh bien, alors du coup, moi, déjà, j'ai créé ma pratique en fait, parce que c'est ça le début de l'histoire. J'ai créé ma propre pratique et ça, je pense que c'est important pour les praticiens de le savoir. Moi, c'est l'Ayurveda Sourire, donc je mélange l'Ayurveda traditionnel avec la pensée positive et le développement personnel. Et donc, c'est une marque hein, que j'ai déposée. J'ai aussi un mantra, c'est quand la joie du cœur et la santé du corps. Et ça aussi, c'est déposé. Et du coup, ben, ça, en fait, c'est un thème en fait, qui a intéressé pas mal de gens. Donc, j'ai commencé à me lancer comme ça pour faire des consultes. Mais j'ai été aussi invitée sur des émissions de radio. J'ai eu pas mal d'articles dans la presse, en fait, par rapport à ma pratique. Et puis, je suis passée à la télé aussi. Et du coup, c'est suite à une émission de radio que j'ai été contactée par mon éditrice. Elle avait écouté en fait l'émission qui parlait justement de ma pratique, l'Ayurveda Sourire. Elle a beaucoup aimé, ça lui a plu et elle m'a fait une proposition de livre en fait. J'avais pas écrit de livre, j'avais pas de projet spécifique d'écrire un Tu n'y avais livre. jamais pensé. J'y avais pensé parce que moi j'aime bien écrire en fait, donc pour moi c'était pourquoi pas. C'est vrai que tu écris plein d'articles qui sont géniaux, d'accord. Merci. Des articles pour médecine. Et du coup, donc voilà, en fait, ça lui a plu, elle m'a proposé ça. Moi, j'étais assez enjouée parce que, comme je te le disais, j'aime bien écrire. Maintenant, c'était pas forcément un projet, enfin, au départ, parce que, enfin, il y a tellement de choses à faire, en fait, dans le développement d'une activité quand on est à son compte et qu'on est tout seul, que l'écriture d'un livre, Bah, voilà. c'est ça. C'est comment. Parce que nous, on a eu pas mal de commentaires par rapport à enfin, ma présentation sur le groupe Facebook. Comment est-ce que tu fais quand tu t'es, enfin, peut-être maman, tu as des enfants, enfin, tu as un boulot, tu dois faire tes consultations, etc. Comment tu fais pour trouver le temps d'écrire un bouquin? Ah non, mais c'est vraiment difficile. Ça, c'est clair. En fait, c'est pas du tout comme si on se dit, ah ouais, j'ai l'inspiration qui vient, j'écris tout ça. Non, il faut gérer son quotidien, donc toutes les consultations, tout ça. Il faut gérer le développement de son activité et se réserver des plages, en fait, pour écrire le livre. Et justement, l'inspiration, elle vient pas forcément comme ça. Donc, en fait, Oui, c'est pas surtout quand simple tu as du tout. contacté. Donc, c'est pas toi qui Exactement. avais l'idée. C'est ça. Alors après, c'était pour écrire sur ma pratique. Donc au moins, du coup, j'avais du contenu, hein, j'avais de quoi dire, puisque c'est quelque chose qui me tient, qui me porte tripe, on va dire. Donc c'était pas trop compliqué en soi. Mais après, il faut vraiment, vraiment s'organiser du temps pour ça. Et même si on n'a pas d'inspiration, en fait, il faut essayer. Il faut quand même se dire que on a une heure, voilà, qui est consacrée à ça tous les mercredis ou tous les matins ou voilà, et s'y tenir. Et après, sort ce qui sort, mais en tout cas, je pense que c'est important de faire ça. Et sinon, moi, ce que je crois pour l'inspiration, en tout cas, parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée, moi, j'ai beaucoup d'inspiration quand je suis dans ma douche, quand je marche ou quand je médite. Ou, voilà. Dès qu'en fait, mon esprit en fait, est focalisé sur une activité qui est continue en fait, et qui ne me demande pas de réfléchir. Et moi, par exemple, je me suis beaucoup enregistrée. Enfin, avec mon téléphone, je me suis beaucoup enregistrée parce que d'un seul coup, je suis dans la rue, j'ai une idée, je me dis, je ne sais pas comment je vais la caser, mais en tout cas, je m'enregistre et comme ça, bah, j'ai Hmm. du contenu. Et après, je verrai, je ferai des regroupements et voilà. Ok, donc dès que tu avais une idée, tu t'enregistrais, tu l'as C'est ça. noté. Ok.
Ouais, exactement. Et c'est bien aussi d'avoir un papier à côté de son lit. Il y a des personnes, en fait, c'est pareil, dès qu'elles se couchent, elles ont plein d'idées. Moi aussi, ça m'arrive. Donc, du coup, j'avais un petit carnet et je notais des choses. Et combien de temps en tout, donc, ça t'a pris d'écrire un livre? Alors, du coup, comme moi, c'était une commande, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais un jour, on vous contacte, en fait, et que c'est une commande, enfin, pour écrire un livre, vous allez avoir très peu de temps. Moi, je pense qu'au départ, j'avais 4 mois pour l'écrire. D'accord, Je devais écrire 160 pages en 4 mois. Voilà, donc du coup, moi, j'ai négocié mon délai. Tout est possible. En fait, on a peur souvent parce qu'on se dit, oui, l'éditeur, il m'a contacté, il faut que j'arrive à tenir ma deadline. Mais en fait, tout est négociable, comme le contrat. Et d'ailleurs, ça, je pense que ça va rejoindre beaucoup de questions que j'avais vues sur le groupe Facebook. Mais moi, j'ai négocié plus et du coup, j'ai eu 7 mois. Alors, 7 mois, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et donc, bah, du coup, je me suis vraiment organisée. C'est vraiment une question d'organisation pour pouvoir écrire le livre. Et comme toute personne humaine, on a des journées qui sont fluctuantes avec plein d'imprévus. À la fin, j'avoue que j'ai une grosse période de rush et du coup, je me suis consacrée que à l'écriture de mon livre parce que j'avais pas fini. d'accord, tu as tout arrêté Ouais. Je suis à pas côté. partie en vacances. Je me suis dit pendant 2 semaines, je ne fais rien d'autre que ça. Et c'était mon programme en fait. Du matin au soir, j'écrivais mon livre. Si jamais j'avais pas d'inspiration, c'était pas grave. Je faisais des recherches, voilà, pour éventuellement approfondir des thèmes en fait que j'aborde dans mon livre. Et puis voilà. D'accord. Et comment tu as donc alors toi c'est un cas un peu particulier parce qu'on t'a demandé d'écrire un livre, mais au final c'est un peu pareil même si un praticien veut écrire son bouquin. Comment tu structures tes idées, ton plan? Tu commences par quoi? C'est quoi les étapes à suivre selon toi? Bah, en fait, là, c'est très personnel. Moi, on m'a souvent dit, parce que moi, je connais pas mal de personnes qui ont écrit des livres et on m'a souvent dit, bah, il faut écrire la conclusion. Et à partir de la conclusion, tu vas écrire ton livre. Moi, je trouve que c'est hyper dur de faire ça. Moi, j'ai pas fait comme ça. Moi, j'ai besoin de structure, en fait. Donc, j'ai fait un plan. Je me suis fait mon sommaire. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce qui est le plus important, sachant que, bon, bah, après, je pourrais toujours rajouter des choses si jamais j'ai pas assez de contenu, mais 160 pages en soi, ça va assez vite. Et du coup, ben, j'ai fait vraiment la structure avec quelque chose de logique pour pouvoir enfin, diffuser de la façon la plus simple, la plus claire possible ma pratique. Et je me suis basée sur mon sommaire et en fonction de mon sommaire, en fait, j'ai écrit. Et après, quand D'accord. j'avais des inspirations comme ça qui me venaient, des choses où je m'enregistrais, et ben, j'essayais en fait de les réadapter pour que ça puisse rentrer en fait dans une partie du livre. Donc première étape, c'est vraiment réfléchir au sommaire et aux différents, enfin à ton plan quoi, bien détaillé. Comme ça après tu n'as plus qu'à rentrer les informations dedans. Ouais, en fait, il faut se structurer parce que sinon, ça part dans tous les sens. Bah oui. Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir une commande et d'avoir une deadline parce que sinon, en fait, on pourrait passer sa vie à écrire un livre. Moi, mon livre, j'aurais pu mettre des années à l'écrire parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'aurais pu le remanier tellement de fois, réécrire telle ou telle phrase 10 fois. Mais il faut aussi accueillir avec bienveillance qu'on est parfaitement imparfait et que ce qui compte, c'est de l'écrire, en fait. Ce sera jamais parfait. Donc ça Donc, c'est une bonne chose à noter, c'est vraiment de se fixer une deadline. Si on ne vous l'impose pas, vous l'imposez vous-même. Donc c'est l'objectif hein, SMART. Hein. On se met une date spécifique et puis voilà, même si c'est pas parfaitement parfait, bah, c'est pas grave. Au moins, il y a quelque chose qui est rendu. Et après, de toute façon, j'imagine que tu as eu des retours pour faire des modifications, etc. Donc, tu peux très bien après revenir dessus et améliorer au fur et à mesure. de toute façon, en effet, enfin, c'est pas figé, donc c'est toujours possible de faire des corrections, des modifications, de changer un bout de texte, tout ça. Ok. Et comment tu as fait du coup? Tu disais que donc, quand tu n'avais pas forcément d'inspiration, tu faisais des recherches. C'était par rapport, tu as interviewé des gens, comment tu as fait tes recherches? Alors moi, comme c'est encore très spécifique à ma pratique, je faisais des recherches en fait sur les textes anciens, par exemple de l'Ayurveda, parce qu'en fait c'est un livre où il y a quand même pas mal de parties qui sont très techniques et qui doivent être vulgarisées. Et pour moi, c'est très important en fait Hmm. de garder justement l'authenticité de l'Ayurveda et de pas être dans l'hyper vulgarisation. Et là, ça c'est le problème aussi pour beaucoup de pratiques. D'ailleurs, ce serait pour la médecine chinoise pareil, je pense.
tous ces trucs en fait qui ont beaucoup, beaucoup d'histoire. C'est difficile en fait de vulgariser et de rester dans la vérité. Quand c'est trop vulgarisé, en fait, c'est hyper commercial. Alors, ça va peut-être se vendre, mais c'est dénaturé. Donc, moi, c'était des recherches comme ça. Mais sinon, c'est vrai que parfois, j'ai demandé autour de moi, voilà, si jamais vous deviez acheter un livre sur ce sujet, qu'est-ce que vous voudriez lire en fait? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Voilà, qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous, par exemple, dans l'Ayurveda? Qu'est-ce que vous souhaiteriez éclaircir? Des choses comme ça. Ça, c'est un super bon conseil et enfin, nous, on l'applique à nous-mêmes quand on a une question, on n'invente pas, on demande aux personnes enfin, à nos clients, en fait, ceux qui vont acheter le livre, qu'est-ce qu'elles veulent avoir dedans. Et comme ça, au moins, ça permet de ne pas supposer des choses. Et donc, c'est un très bon conseil. Ouais, mais Et ça, c'est valable ouais, pour tout, hein, pour tous les événements et tous les mais, ateliers qu'on fait, en fait. Enfin, moi, je le fais à chaque fois. mais bien sûr, qu'est-ce que les gens attendent? Et comme ça, au Ouais. moins, ils paieront pour quelque chose enfin, qu'ils veulent vraiment. Et ça, vous avez, enfin, comment toi, tu avais quoi comme outil de communication? Est-ce que tu le faisais sur des groupes Facebook? Tu le faisais avec tes clients ou Moi, c'était direct? avec mes clients et mon entourage. Moi, j'ai fait simple. Les personnes, en fait, que je côtoyais, parce que bon, j'avais Ouais. pas beaucoup de temps, donc déjà aussi. Et ouais. Et puis après, c'est bien de demander l'avis pour avoir des retours, mais il faut aussi savoir se structurer dans la demande d'avis, parce que quand on commence à demander l'avis à tout le monde, en fait, tout le monde a une idée différente, tout le monde a des attentes différentes, et après, on s'y perd. Et je crois qu'en fait, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on a envie de transmettre et d'essayer d'être le plus authentique possible, mais aussi de faire la différence, de ne pas rentrer dans ce qui existe déjà. Moi, il y a Hmm. pas mal de gens qui m'ont dit, voilà, je suis allée acheter les livres des concurrents, j'ai regardé. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai acheté aucun livre des concurrents. Je me suis pas du tout inspirée de ça parce que, en fait, ça m'intéresse pas. C'est Oui, très et bien puis peut-être que qu'ils... ça va t'influencer. Exactement. Et c'est très bien qu'ils aient écrit leur livre et tout, et c'est top. Moi, j'ai envie de rester authentique avec ce que j'ai envie de transmettre. Mais par contre, c'est vrai que le monde de l'édition, il est quand même hyper saturé. Donc, il faut quand même savoir se différencier. J'ai pas eu ce problème parce que moi, ma pratique est déjà différenciante. Mais si jamais, par exemple, on est sophrologue, je sais pas, hein, et qu'on veut écrire un livre sur la sophrologie, avec des exercices en fait de relaxation, tout ça, clairement, il va falloir quand même essayer de sortir du lot parce que il y a tellement de trucs qui existent déjà, ça va pas être facile Hmm. de se démarquer si on reste dans la masse. Et quels seraient tes conseils pour se démarquer justement quand c'est un sujet qui est quand même assez, enfin, connu ou tu vois. Assez général. Ouais. Là, du coup, moi, je me baserais vraiment sur mon expérience concrète en consultation, si jamais j'étais dans quelque chose de très généralisé. Et je m'intéresserais peut-être à une niche, Hmm. à quelque chose, par exemple, les mères au foyer qui me consultent pour des burn-out. Et je ferai un livre dessus. Mais je ne ferai pas un truc trop général. Parce que les trucs trop généraux, il y en a plein. Même sur l'Ayurveda, alors que l'Ayurveda, il n'y a pas beaucoup de Oui. livres. Hein. Il y a plein de trucs, des guides, tout ça. Et c'est super, hein, franchement, c'est top. Mais moi, je veux dire, si jamais j'arrive et que je vois le guide sur l'Ayurveda, le manuel de l'Ayurveda, l'Ayurveda pour tous, bon, c'est super. Mais à la fin, je me dis, bon, lequel je prends? Et si je vois à côté l'Ayurveda sourire, je me dis, mais c'est quoi? Ouais. Juste ça ne veut pas dire que je vais l'acheter, mais au moins déjà, je vais avoir le questionnement de me dire, mais qu'est-ce que c'est? En plus de la couverture qui est extrêmement importante, évidemment. Et du coup, ce qui compte, c'est que la personne, elle aille regarder le livre et au moins qu'elle lise la quatrième de couverture et qu'elle l'ouvre, en fait, qu'elle le feuillette. Ça, c'est le plus important. Après, ça peut amener à l'achat ou pas, mais en tout cas, elle ne va pas passer et puis aller dans un autre rayon. Et voilà. Hmm. Et est-ce que tu as été aidée pour tout ce qui est justement design sur la page de couverture parce que c'est vraiment un travail. Enfin, faut être créatif. Donc, comment tu as fait? Comme tu dis, c'est un travail à part entière. Hmm. En fait, moi, du coup, la maison d'édition travaille avec une graphiste et avec une illustratrice. Donc, elles ont fait l'intérieur du livre et après, ça m'a été soumis. Alors, évidemment, là, c'est difficile. Moi, ça a été la partie la plus dure de tout, franchement. Ça a été la maquette parce que
Et les personnes, en fait, elles le lisent. Hein. La graphiste, elle va lire mon livre, l'illustratrice, elle va lire mon livre, mais elles ont une vision des choses qui n'est pas forcément celle qu'on a nous. Et en fait, elles Bien vont sûr. proposer des images qui ne sont pas forcément en alignement avec qui on est. Et ce sera super bien, en fait, pour beaucoup de gens. Mais quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est là où c'est difficile, en fait, d'arriver à matcher. Donc, je pense qu'il faut être clair dès le départ et dire, en fait, les choses, si jamais on a envie d'un changement ou si jamais on trouve ça super aussi. Parce que c'est important, c'est vraiment important. Mais il faut aussi, en fait, se dire que malheureusement, ce ne sera pas non plus 100% parfait, encore une fois, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Enfin, c'est un travail d'équipe. Et donc, travail d'équipe implique forcément des compromis. Mais par contre, la couverture, je l'ai faite moi avec une autre illustratrice que vraiment, enfin que pour laquelle j'ai eu vraiment j'ai un coup de cœur pour son travail et on a vraiment travaillé dessus parce que pour moi c'était hyper important par contre que la couverture elle soit hyper personnelle, qu'elle ait du sens, elle est pleine de symbolique et ça c'était pas possible que ce soit autrement mais j'ai pris cette responsabilité là moi de mon côté. Hmm. Il faut voir où est-ce qu'on met ses priorités. Et à côté de ça, ben, peut-être que j'ai donné moins d'importance à quelques illustrations, peut-être, qui m'ont pas satisfait à 100%, mais qui sont très correctes. Enfin, pour la majorité des gens, c'est juste qu'en fait, quand c'est son projet, en fait, c'est hyper difficile parce que ça nous tient tellement à cœur que on est à fond, quoi. Bah oui. C'est ça, Et c'est le vrai que ça doit truc. être très dur de trouver un équilibre entre ce que la personne veut et ce que toi tu veux. C'est ça. Et parlons un peu donc organisation, justement, tu disais l'importance d'être structuré. Comment toi, tu as structuré ton travail? Bah, du coup, moi, enfin, dès que je pouvais, en fait, je me posais et j'écrivais. Je suis allée au moins que je fasse une fois par semaine minimum. Hein, ça, c'était obligatoire au début. Et après, ben, du coup, comme j'ai été envahie de projets parce que c'était une année en plus où j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont développées, et ben, je m'obligeais en fait au moins une fois par semaine avoir une plage en fait réservée pour ça. Mais à la fin, j'avoue, hein, vraiment, je me suis laissée submerger et j'avais plus le temps. Et du coup, je me suis calée 2 semaines où vraiment j'ai fait que ça. Mais je ne conseille pas aux gens de faire ça. Je vous déconseille. Il vaut mieux le faire petit à petit et se dire en fait voilà qu'on a une plage horaire qui est réservée pour ça, même si on n'écrit rien. C'est pas grave parce que l'inspiration, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment de la journée. Vous vous enregistrez, vous écrivez. Et voilà, et vous pourrez l'utiliser pour votre prochaine plage. Mais au moins, se dire qu'on a du temps qui est consacré à ça, inconsciemment, ça commence en fait à faire venir la créativité. Ok. Et j'imagine qu'il y a des moments où tu as dû avoir une petite perte de motivation. Plein. Comment tu as fait pour retrouver un peu l'énergie et justement cette motivation d'écrire? Bah, déjà, je pense que quand on écrit un livre, encore une fois, et qui nous sort des tripes, c'est hyper difficile parce que ça remet plein de choses en cause. Enfin, c'est vraiment, c'est un gros travail de développement personnel. On s'en rend pas Hmm. compte, mais en fait, on doit s'exposer, on doit donner beaucoup de soi, et c'est hyper difficile parce que du coup, ça remet plein de choses en question, sa légitimité déjà dans sa pratique. On se dit mais est-ce que ça va aller? Est-ce que j'ai écrit? Est-ce que c'est juste? Voilà. Le regard de l'autre parce qu'on s'expose tellement, en fait, on ne sait pas quel retour on va avoir. Et puis bah, après, la gestion du temps et de la créativité. Et quand on n'a aucune idée, c'est hyper frustrant, surtout quand on écrit sur sa pratique, on se dit qu'on devrait toujours avoir des idées, que ça devrait fuser partout, alors que non, c'est pas la réalité. Donc, j'ai eu pas mal de moments où j'étais pas bien du tout et j'ai accueilli en fait le fait de pas être bien. J'ai accueilli les larmes, les crises de colère, de désespoir. Et du coup, c'est important d'être bien entouré, de pouvoir en parler autour de soi, à ses amis, tout ça. Et moi, ce que je recommande peut-être dans ces moments-là, c'est de s'octroyer un rendez-vous avec soi-même, Hmm. ou qui n'est pas du tout consacré au livre, qui est consacré à rien d'ailleurs. Juste un rendez-vous avec soi où en fait on se donne de la place vraiment pour soi dans son agenda pour pouvoir accueillir en fait toutes les émotions qui nous traversent parce que l'écriture d'un livre c'est vraiment bouleversant et il se passe énormément de choses à l'intérieur. C'est vraiment pas un exercice facile. Ouais, c'est vrai que beaucoup le disent, que c'est un énorme travail de développement personnel, justement. Il y a plein de choses qui ressortent. Ouais, Ouais. carrément. Et donc, tu as été bien entourée. Tu en parlais avec d'autres. Enfin, quand ça n'allait pas,
tu demandes des conseils. Il y a des gens qui t'ont peut-être aidé sur, parce qu'on n'a pas tous la fibre d'écriture. Donc, comment voilà, aussi bien structurer tes phrases. Ouais. Ça, par contre, ben, je souhaite à toutes les personnes qui écriront un livre d'avoir ça. Des personnes qui peuvent, en effet, les aider sur l'écriture, les conseiller, tout ça. Moi, ça n'a pas été mon cas. Pas parce que je suis mal entourée, c'est pas ça. C'est parce que, justement, j'avais personne, en fait, qui pouvait me donner un avis objectif et constructif sur ma pratique. Parce que l'Ayurveda, on est très peu, en fait, à pratiquer l'Ayurveda. Et en plus, comme c'était l'Ayurveda sourire, en fait, les gens ne pouvaient pas vraiment me donner beaucoup de conseils dessus. Donc ça, c'était difficile. Et pour l'écriture, moi, personne n'a relu mon livre avant que je l'envoie à mon éditrice. Ah oui. Personne. Donc la première qui a lu mon livre, c'est mon éditrice. Après, ça a dû être la graphiste, l'illustratrice, et c'est tout. En fait, après, mon livre est sorti, c'est allé très vite. En fait, 7 mois, ça va super vite. Personne n'a relu. Donc, ça... Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Il y a eu beaucoup ensuite de modifications à faire, des retours de l'éditrice ou... Non, très peu. Moi, j'en ai eu très peu parce qu'en fait aussi, plus on est sur quelque chose de spécifique et moins il y aura de retour parce que c'est notre savoir-faire en fait. Donc l'éditeur part du principe qu'on sait de quoi on parle et il a confiance dans ce qu'on va écrire. Et donc, il n'y a pas beaucoup de retours. Le seul truc, moi, qu'elle m'avait demandé, c'est parce que j'avais utilisé beaucoup de mots en sanskrit parce que moi, j'adore le sanskrit, j'adore l'étymologie des mots. Enfin, bon, voilà. Et c'est très important pour moi dans ma pratique aussi de l'Ayurveda. Et elle m'a dit, bon, c'est peut-être un peu compliqué, et voilà. Et puis, il y a juste une partie, en fait, qui est sur la philosophie ayurvédique, qui est très complexe de toute façon, pour moi, comme pour n'importe qui, que j'ai remanié plusieurs fois, mais sinon, en fait, j'ai rien changé. Mais je pense que c'est bien de faire relire, mais par contre, je pense que c'est bien de faire relire que à quelques personnes, pas à beaucoup de personnes. Genre deux personnes en fait de confiance qui vont peut-être pouvoir voir des petites fautes d'orthographe, les moments où c'est pas très très clair, genre une personne qui s'y connaît pas du tout, mais vraiment pas, et une autre en fait qui est peut-être un peu plus avancée. Je pense que ça c'est le meilleur plan et des personnes bienveillantes qui vont pas utiliser vos textes hein, aussi, faites attention parce que bon, du coup là, on ne sait jamais, hein, il faut être prudent quand même et puis qui vont donner des retours constructifs. Mais sinon, franchement, il ne faut pas l'envoyer à trop de monde parce que sinon, vous allez avoir plein d'avis encore. Ce sera sans fin. Ce sera genre, ah non, moi, j'aurais préféré ça autrement. Ouais. Nanana. Et puis après, on s'éloigne en fait de ce qu'on voulait faire. Complètement. Et une fois le livre du coup publié, comment tu as fait pour en faire la promotion? Est-ce que c'est ton éditrice qui s'est occupée de le distribuer? Comment ça s'est passé? Alors là aussi, ça, c'était une partie pas drôle du tout. Parce que, en fait, à la sortie du livre, moi, il n'y a pas d'attaché de presse dans ma maison d'édition. Donc, on a dû tout faire toute seule avec mon éditrice. J'ai de la chance d'avoir une éditrice qui est débordée, mais qui est quand même, vraiment dans le cœur quoi et qui est vraiment dans le fait elle veut vraiment faire son métier du mieux qu'elle peut donc à chaque fois qu'elle peut aider elle aide donc heureusement pour moi donc du coup toute la promo en fait on l'a fait toute seule donc moi j'ai dû faire beaucoup de travail de promo à contacter des journalistes des influenceurs des choses comme ça en plus de mon travail. Et en plus, quand on a fini en fait son livre, on est tellement épuisé, mais un épuisement tellement extrême et profond que franchement, on n'a vraiment juste pas envie de faire ça. Vraiment pas. Ça, c'est hyper difficile. Et là, du coup, c'est un point qui est super important, c'est que c'est essentiel, mais primordial de bien choisir sa maison d'édition. Parce qu'il y a des maisons d'édition qui vont en fait avoir des attachés de presse ou qui vont travailler en fait pendant même peut-être 3 mois ou 2 mois avec un attaché de presse dédié qui va pouvoir faire ce travail. Nous, on a dû faire ensemble le communiqué de presse, on a dû faire le mail type, on a dû faire nos listes, nos tableaux, nos trucs. C'est fou, c'est un travail colossal. Enfin, franchement. Et voilà. Ouais. Et du coup, ça, c'est vachement important. Et aussi, en fait, ce qui est important, c'est la distribution du livre. Moi, j'ai de la chance, il est hyper bien distribué. Mon livre, il est partout. Mais quand on est avec parfois des toutes petites maisons d'édition, c'est pas toujours le cas, mais parfois c'est quand même le cas. Elles n'ont pas en fait un réseau de distribution qui est bien déployé parce qu'elles passent pas forcément par un distributeur. Et en fait, du coup, la visibilité du livre, elle est très faible. Quand on a un bon distributeur, non seulement on est très bien distribué dans les points de vente, mais en plus, on a aussi, en fait, il y a beaucoup plus d'accords aussi avec certaines librairies, avec d'autres éditeurs à l'étranger. Si jamais un jour le livre doit se décliner en différentes langues,
c'est vraiment pas un détail. Enfin, moi, par exemple, je suis allée en Belgique parce moi, il est distribué en France, mais il est aussi en Belgique, il est au Canada, et sûrement dans d'autres pays que je ne connais même pas. Mais en tout cas, en Belgique, par exemple, je me souviens très bien qu'un libraire m'avait dit, mais oui, votre livre, c'est super parce que c'est tel distributeur, donc il n'y a pas de problème. C'est très facile avec lui, les retours sont faciles, tout ça, si jamais il y a un problème, voilà, tout est nickel. Donc, on le référence parce que c'est simple. Donc, le distributeur, c'est la clé. Donc, et ça dépend beaucoup de la maison d'édition. Et tu le distribues en ligne aussi ou c'est que dans des librairies, la Fnac Il est aussi sur les sites en ligne de la Fnac, Amazon. D'ailleurs, il a été décliné en livre audio aussi. Donc, Oui, j'ai vu. ouais, ça, c'est top. Mais il est sur tous les trucs en fait en ligne. Je les connais pas tous, mais il y a des citres, enfin des trucs comme ça. Oui, il est chez Cultura aussi. Ça a été le coup de cœur Cultura en fait à sa sortie. Donc, il y a eu pas mal Génial. de com avec ça. Ouais. Et ça c'est top. Et puis, moi, il s'est très bien vendu, mais c'est aussi parce que je pense qu'il a été très bien distribué. Bon, après, bien sûr, je l'adore, mon livre, donc c'est aussi parce qu'il est extraordinaire, ça c'est sûr, mais enfin, c'est aussi parce qu'il a été bien distribué. Au bout de 15 jours, il était en rupture éditeur, ce qui est quand même assez improbable. Et, et du coup, ben, pourquoi je dis ça? Parce que ça me faisait penser justement à un truc là, j'ai oublié. Ça va me revenir d'un seul coup, pouf pouf, je vais le dire, ça n'aura rien à voir, mais eh ben, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui a le mieux marché enfin, où que tu as eu le plus de ventes tu vois, c'est par quel distributeur ou support Bah, moi, c'était beaucoup les distributeurs, les grands distributeurs français, hein. Ouais, Genre Cultura, par exemple, là, il y a ouais. eu il y a eu beaucoup de ventes. La Fnac, les trucs comme ça. Ok. Encore une fois, ça c'est important parce que typiquement, franchement, si c'est pas bien distribué, il n'est pas visible. Et en fait, c'est ce qui m'a permis aussi de faire des dédicaces dans des librairies. C'est bête, hein, mais Ça du coup, fonctionne ça bien? fait Ça a effet bien boule de marché? neige. Bien Ouais, sûr. bah oui, j'en ai fait dans plusieurs librairies. Et du coup, là, on va toucher en fait un public qu'on ne touchera pas forcément autrement. C'est pas forcément notre cible. Moi, je le vois bien parce que, par exemple, la première dédicace que j'ai faite, c'était à la librairie de Paris. Et la librairie de Paris, ils vendent beaucoup de romans quand même. Enfin, le rayon bien-être, il est ce qu'il est, il est pas mal, mais enfin, c'est pas leur cœur de cible. Et là, clairement, j'ai vendu des livres à des personnes, je pense qu'ils ne connaissaient pas du tout l'Ayurveda. Et ils ont pu me rencontrer, donc ils ont pu me poser la question. Ils se sont demandé, ah, c'est quoi ce truc, l'Ayurveda sourire? Encore une fois, ça interpelle. Il faut interpeller. Comme ça qu'on se différencie. Exactement. Et quand tu disais juste que tu as du coup contacté des journalistes, des influenceurs, etc., comment tu as fait en fait? Quelles ont été tes premières actions? Bon, bah moi, j'ai fait vraiment artisanal, hein. J'ai Oui, pas mais un, c'est... ouais, j'ai pas un Comment tu as réseau, fait? là-dedans, en tout cas, moi j'ai des réseaux ailleurs. J'en ai parce que comme j'avais déjà eu des articles dans la presse, tout ça, j'ai recontacté mes contacts, hein, évidemment. Ça, c'est la première chose à faire. Après, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn, vraiment, parce que je trouve que c'était le plus simple. Le plus simple. LinkedIn, ok. Ouais. Et puis sinon, j'ai acheté les magazines. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai acheté les magazines, puis je regardais à la fin, genre rédactrice en chef. Et puis je me faisais mes petites listes, et puis bah, après, j'envoyais, hein. C'est un peu au petit bonheur la chance. Bien sûr. Et tu as eu des retours? J'en ai eu quelques-uns, mais j'ai pas eu beaucoup de retours. Ça a été quand même assez compliqué. Et puis des fois, ça prend un temps fou parce qu'en Oui. fait, il faut aussi relancer, relancer, relancer. On n'a pas toujours le temps. Et là encore, ça demande beaucoup d'organisation. Et de la persévérance et pas lâcher au moindre nom, Pas parce que lâcher sinon du on tout. arrête tout. Ouais. Ouais, exactement. Bon, bah super. Est-ce que tu as, je sais pas, un autre conseil à partager pour des praticiens qui Euh, voudraient se lancer Ah oui, je sais pourquoi je t'avais dit Ah, tout à l'heure un truc, n'a rien à voir, la fille est complètement à la ramasse. Oui, c'était pour le livre audio, mais du coup, oui, ah c'est oui, ça. Et c'est qu'en fait, bah oui, moi, il a été décliné en livre audio parce il a été bien vendu, en fait. C'est pour ça. Et c'est pas mal, en fait, d'être décliné en livre audio. Moi, c'est le premier livre, en fait, sur l'Ayurveda en français sur Audible. hmm. Donc ça, c'est top. Et en fait, c'est pas mal d'essayer aussi d'avoir plusieurs supports parce que il y a des gens qui aiment pas lire. C'est une réalité, Moi je hein. n'écoute que des livres audio, donc Ah ben voilà.
Et il y a plein de gens qui me disent, bah, en fait, votre livre, je l'ai en livre audio. Voilà, donc pas mal aussi de pouvoir varier les canaux. Et ça aussi, je pense que c'est important la maison d'édition pour ça. Parce que je suis pas sûre en fait que les toutes petites maisons d'édition, elles soient en lien forcément avec ceux qui font les livres audio. Donc voilà, enfin c'est pour dire que c'est vraiment pas un détail quoi. Et donc non, sinon le conseil, je pense que moi je crois qu'il faut rester authentique. Je crois que ce qui manque en fait c'est ça. Je crois qu'il y a plein de gens qui font des livres commerciaux, qui des trucs en fait qui pour vendre en fait. Et moi je crois qu'en fait il faut juste rester authentique et je crois que c'est ça en fait qui fait la différence. Parce qu'il y aura peut-être pas au départ beaucoup de lecteurs et c'est pas grave, mais les lecteurs, en fait, ils seront vraiment enthousiastes. Et ils vont le recommander. Et petit à petit, en fait, ça va faire grossir le truc. En fait, il vaut mieux que ce soit progressif et que vous puissiez, en fait, faire la com, tout ça, sur votre livre. Mais même des mois après, continuer, en fait, dans le temps, que ce soit juste un effet comme ça de... bah, le commercial de ma maison d'édition le dit très bien, c'est feu de paille, mais c'est exactement ça, où d'un seul coup, c'est beaucoup, puis après, il n'y a plus rien. Ça marche pas, en fait. Et puis, je crois qu'il faut aller aussi à la rencontre des libraires. Moi, ça, c'est un truc que j'ai fait et j'ai trouvé ça génial parce que j'étais très contente d'aller les rencontrer et leur présenter ma pratique. Très peu de gens le font et puis et ça fait une vraie différence parce que comme ça, ils savent en fait ce qu'il y a dans le livre et ils savent comment le vendre et le Bien sûr, présenter. bien sûr. Et puis, tu te présentes toi, ça crée un lien de confiance C'est complètement. ça. Mais par contre, après aussi, il y a la grosse illusion du j'écris un livre, je vais devenir riche. Alors Ah ça oui, aussi, non. Écrivez un livre parce que vous avez quelque chose à transmettre et parce que ce sera un super support en fait qui vous donne de la crédibilité pour pouvoir contacter plein de gens que vous n'auriez jamais pu contacter sans le livre. Moi, c'est plutôt ça parce que franchement, on ne gagne rien avec un livre, enfin très peu. Ça dépend beaucoup des maisons d'édition et du type de livre qu'on écrit aussi. Mais voilà, un livre en fait voilà, qui vient du cœur, ça fera la différence. Par exemple, moi, l'émission de radio sur laquelle mon éditrice m'avait en fait découverte, c'était une émission sur Radio Médecine Douce. Et maintenant, j'ai ma propre émission sur Radio Médecine Douce qui s'appelle l'Ayurveda Sourire. Et c'est aussi en fait grâce au livre. Donc voilà, je pense qu'en fait, il faut juste écrire avec le cœur. Il ne faut pas se poser des milliards de questions. Être authentique, essayer de se différencier parce que de toute façon, on est tous différents, on est uniques, on a tous quelque chose à apporter de différent. magnifique. N'est-ce pas? Ouais, non, mais c'est vrai, Très je belle fin. pense. Ouais. Oh. Merci beaucoup en tout cas. Tu as été hyper transparente et c'est des super conseils que tu as donnés. Donc, Merci. merci. Merci à toi, Nalouen. Merci pour ton partage. Si vous avez des questions pour Gwenaëlle ou autres, bah, n'hésitez pas à les poser sur le groupe. On sera ravis d'y répondre. Et puis, merci encore, Gwenaëlle. C'est Avec super. grand plaisir. À très bientôt. À bientôt.